essayer de rattraper le temps perdu. Oui. Non, on n'arrivera pas de toute façon. Non. Alors juillet, c'est le temps des vacances normalement. C'est vrai. Mais pour le jardinier, non. Non, c'est au contraire. On commence à accueillir, à ramasser ce qu'on a fait au printemps. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des conserves à faire, des confitures. Des confitures, oui. En ce moment, c'est les confitures. En ce moment, c'est, allez, on va dire, c'est les cerises. Confiture de cerises. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a eu la fraise, les framboises. Framboises. Oui. Il y a encore les framboises. Oui, quand il y en a. Ça dépend des variétés. Si elles sont tardives ou non. Oui. Il y a eu beaucoup de fraises, mais dans ce que je disais hors antenne avant, sur une période très très courte, mais beaucoup. C'est bien. C'est une année il y a trop de fruits cette année. Oui, alors que l'année dernière on pleurait pour avoir des fruits et puis là voilà. Mais tant mieux, c'est bien. Alors là, comme on dit, la cerise qui va suivre qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a les prunes qui vont arriver, les mirabelles. Les mirabelles. Oui. Mirabelles, voilà. Donc non, il y a beaucoup de fruits. Les pommes. Idem, il y a beaucoup de pommes, poires aussi, trop, puisque les arbres, avec les orages, il y a eu des accidents d'arbres. J'ai laissé une côte, moi, en parler aux antennes. Donc, si vous m'entendez respirer, c'est normal, j'ai une côte qui est cassée. Une côte qui est cassée, vous vous rendez compte, parce que Pascal a voulu lever son noyer. En voulant étayer une grosse branche. Tellement qu'il était lourd. Le noyer. Oui, mais je pense que j'ai plus 20 ans, donc voilà. Et puis bon, c'est vrai que au jardin, il y a des choses à faire, mais prendre le temps et puis voilà et puis bon, quand on a un grand jardin depuis on va dire des années, c'est des grands arbres que tu as. Oui, j'ai des grands. Certains sont très grands. Oui. Voilà. Qui étaient là bien avant que je sois né, puisque le pommier, le noyer a été planté en 1865 apparemment. Ah oui. D'après les anciens propriétaires, vu la taille, ce que je crois, de toute façon, cette famille avait une habitude de tout écrire. Donc tout ce qui a été fait, tous les travaux, un parquet par exemple qui a été changé, sur une lame, il y a la date à laquelle c'était fini, qui l'a fait, l'entreprise. Ah, dis donc, c'est bien ça. La charpente, je veux dire que la charpente de la maison a été finie le 16 janvier 1861. Tout est daté. Donc j'ai fait des recherches, je sais que le charpentier est enterré dans le cimetière du village, et ainsi de suite. C'est amusant. Tout est marqué. C'est même rare parce que... Le pignon de la maison, il y a des pierres blanches. La dernière pierre en chiffre romain est datée. La date est écrite. La pose de la pierre haute. C'est amusant. Et puis c'est astucieux de le marquer sur les on va dire sur les pierres, sur les dalles, sur les travaux, parce que bon, on le marque sur un bouquin, ça s'en va. On ne sait pas où. C'est sur les pièces. C'est écrit, sur les pièces, ça c'est vrai. La grange, par exemple, sur le poinçon, donc c'est une pièce de charpente. Il est écrit terminé ce jour, au 16 janvier 1865, par Claude Bègue, charpentier à Quierzy, propriétaire. En plus, ça c'est oui. Alors les propriétaires faisaient travailler les artisans en local à l'époque. En local, oui. Oui. D'ailleurs, on se serait bien inspiré puisque nous, c'est bien toi que moi, beaucoup d'auditeurs défendons le naturel. J'ai vu que dans les projets de loi concernant le bio, on parle maintenant de faire du local, de faire entrer le mot local dans le bio. Et puis le temps, une fois j'avais dit sur l'antenne, j'avais parlé de poulets élevés au maïs bio, dont le maïs venait du Brésil. J'avais reçu un mail où je m'étais fait insulter par un professionnel en disant qu'il ne pouvait pas agréer ce que je disais parce que son maïs était bio. Je lui ai répondu oui, mais ton maïs, lorsqu'il a fait 6000 km sur un bateau, il y a une trace carbone qui est énorme. Et je pense, comme il habite dans le Gers, ce monsieur, que je salue, d'ailleurs je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoute, je lui ai dit qu'aussi bien que lui ou ses confrères savaient cultiver du maïs bio dans le Gers, plutôt faire venir du Brésil. Oui, non mais c'est vrai, c'est ça de toute façon, c'est vrai que Pascal, l'antenne, elle est là pour ça, pour justement parler de choses naturelles et aussi, on va dire, de donner un petit peu l'information à tous les auditeurs qui nous écoutent. Oui, achetez local. Vous savez, un poulet, allez l'acheter à la ferme ici à Carlepont. On a aussi, on a tout ce qu'il faut. Je pense que dans chaque village,
a sa propre chose à vendre et puis surtout locale. Moi, j'ai le lapin, le poulet, je préfère aller le chercher ici plutôt que d'aller le chercher, comme tu dis, là-bas en Tahiti. Hein. Oui, mais de toute façon, je pense qu'il y a eu la grande époque industrielle de l'agriculture, donc les années 50, on va dire, après, on va dire jusqu'à très récemment, on y est encore, on va dire. Mais l'industrie mettant une telle pression sur les producteurs, donc finalement ils ne gagnent pas leur vie, ils comprennent, ces producteurs, qu'en vendant directement, finalement, ils ne viendront pas milliardaires, hein, c'est sûr, mais c'est une façon d'avoir un revenu équilibré et autres. Et puis tout le monde s'y retrouve, de toute façon. Puis c'est sympathique d'aller quand même chercher, moi, mes céréales, je vais les chercher à 3 km de chez moi ou 4 km. Je salue Jean-Luc d'ailleurs, j'ai vu cette semaine encore. Voilà, puis c'est très bien. Et voilà, on encourage justement toutes les personnes qui peuvent aller chercher ses céréales, ses pommes au producteur qui est juste à côté de chez vous. Hein, ça, c'est en plus, on a tout dans la région presque. On a tout. On a une région qui est céréalière. Oui. Des pommes, des poires aussi, parce qu'il y a des producteurs de pommes et de poires autour de Chauny en 1880 et tout ça. Bon, effectivement, il y a eu des changements. Hein. Et là, on redécouvre de ce qu'on cultive. Et il y a beaucoup de maraîchers dans les fruits rouges, dans d'autres produits aussi, hein, autour de Chauny, Noyon. Sur le mildiou sur les tomates, ça c'est... Alors, jusqu'à maintenant, c'est amusant parce que... puisque nous sommes des défenseurs du naturel, je pense, et je ne suis pas le seul, d'autres pensent aussi, que si on habitue une plante ou des semences à se défendre naturellement, elle développe ses défenses. Et j'ai un exemple, tous les ans, j'ai ce que j'appelle une vigie en matière de mildiou. Je connais un producteur de pommes de terre que j'ai vu il y a 2 semaines. Je lui dis alors, pas de problème avec les pommes de terre. Il me dit, arrête, on traite tous les 2 jours. Je dis, ça, je dis, j'en ai dehors, il n'y a rien. Je ne traite pas, il n'y a rien. Ah ben, nous, on traite sans arrêt, on est obligé, parce que curatif, préventif. On a des gros soucis. Alors, est-ce que ces pommes de terre, là, sont issues de pommes de terre qui ont déjà été traitées, donc qui n'ont pas de défense naturelle? Ah oui. Moi, je le pense. Alors maintenant, ça vaut ce que ça vaut. J'ai des pommes de terre, j'en mange actuellement des pommes de terre, j'en ai mis 50 pieds comme ça pour voir, et même les tardives, elles sont en fleurs. Il n'y a aucune tache actuellement. Et j'ai préventivement, la semaine dernière, j'ai pulvérisé de l'aprel dilué à 5% et à 5 grammes de bicarbonate. Il n'y a rien. Alors, voilà. Tout ça, ça dépend aussi. Alors, comme tu dis, ça dépend du terrain, ça dépend de ce qu'il y a eu avant, ça dépend. Il y a plein de choses qui fait. Chez moi, c'est très humide. Oui. je suis dans la vallée de l'Oise, c'est très humide. Oui, mais alors, c'est très humide et tu as de la terre glaise. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, une terre pas facile. Bon, de toute façon, je pense qu'effectivement, lorsqu'on traite avec un produit chimique, c'est comme un enfant ou un animal. Si on l'aide avec des produits de synthèse pour se défendre sa santé, lorsque l'on arrête, s'il a un problème, c'est pour lui. Ça, c'est le système américain où tout est aseptisé et autres. Le problème, c'est dès qu'ils ne sont pas dans un milieu aseptisé, ils ont des problèmes de santé. Moi, je me souviens quand j'étais môme, avoir bu l'eau dans les fossés, j'étais pas malade. Bon, maintenant, si je le faisais maintenant, peut-être ça m'assurerait beaucoup moins bien. Parce que ça serait autre chose. Oui, j'ai pas les défense. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Voilà. Alors, Pascal, tu disais que ta terre, elle est glaise. Il n'y a pas un moyen de l'améliorer, ta terre? Parce que, comme tu dis, chez toi, tu mets beaucoup de fumier de cheval, quand même. Hein. Non, moi, ça l'allège, mais en surface seulement. Ah ouais, d'accord. Oui, l'alléger sur 25 cm, à peu près. Donc, dessous, c'est une catastrophe. Ah ouais. Donc, alors, comme tu dis, un fer de bêche, tu retrouves Et d'ailleurs, si je vais trop loin, si je mets un coup de bêche trop profond, je ressors de la glaise. La Première Guerre mondiale, en parfait état de fonctionnement. J'ai la chance de ne pas toucher le percuteur. Donc elle a été prise en charge par des gens compétents. Oui. Ah, ça arrive quand même, hein? Ah oui, toujours. Je suis déjà à 2 obus dans le jardin, j'ai ressorti. Et là, c'était la bombe anti-char, avec le percuteur et tout. Parfaitement comme conservé. On faisait du bon matériel à l'époque. Tu peux le dire. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, Pascal, des choses? Ben oui. Il y a plein de choses, oui. Allez. Donc, les récoltes, surtout maintenant, on récolte les pommes de terre, c'est bon. Oui. Maintenant, c'est parti. Pommes de terre, les choux, les choux-fleurs. J'en ai fait des conserves hier matin de choux-fleurs. Ah oui.
Oui, l'an dernier j'en ai fait, je ne sais plus quand j'en ai fait, bon peu importe, ça n'a pas très bien marché. Mais cette année que le chou-fleur aime l'eau, évidemment, les chou-fleurs ils sont énormes. Donc en manger un frais c'est bien, 2 frais c'est bien, 3 frais c'est bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà. Encore du chou-fleur. Bon, j'en ai mes petits voisins, ils sont à 2, ils m'ont dit, tu sais, ton chou-fleur il est gros comme ça. C'est vrai, aussi gros que ça. C'est vrai, non. Le dernier, on a fait 3 repas dessus à 4. Il y a eu tellement d'eau. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Donc hier, je me suis levé tôt et j'ai dit, tiens, là, je les mets en conserve. C'est très simple à faire en plus, la chou-fleur. Tu nous donnes la recette? J'ai pris une recette de grand-mère, pas dans ce livre-là, dans un autre. Ça, c'est bien, ça, les recettes de grand-mère. Donc, c'est très simple. En fait, le chou-fleur, comme je ne traite pas, il y a des insectes dedans, c'est normal. Donc, je casse les fleurettes, c'est ce qu'on appelle les bouquets. Oui. Je fais tremper dans de l'eau vinaigrée pendant 1 heure ou 2 heures. Je le rince. Je le fais blanchir pendant 3 minutes dans de l'eau bouillante. Je le mets en bocaux. Je fais une saumure avec 15 grammes de sel au litre et une cuillère à café de vinaigre au litre d'eau. Je verse bouillante dessus, je mets un caoutchouc, je fais bouillir pendant 3 quarts d'heure. Simple comme bonjour, et puis et tu retrouves ton bocal de chou-fleur. Parce que cet hiver, je serais bien content d'avoir oui, exactement. Bon, voilà. Là, mon épouse commence le chou-fleur, vous voyez bien que ça commence à faire beaucoup. Oui. T'as raison, l'épouse de Pascal. Hein. Il faut râler de temps en temps parce que sinon, du chou-fleur pendant. Pour une fois, j'ai fait ça, j'ai arrêté avant qu'elle râle. Et c'est normal, c'est normal. On est là pour ça aussi, pour justement agrémenter un petit peu ça. Sinon, on aurait du chou-fleur pendant 1 mois. Je pense que tous les jardiniers, on a un peu. On a ce problème, c'est l'an dernier, si j'ai fait par exemple 20 chou-fleurs, mais il y en a peut-être 3 qui sont arrivés en bon état, les autres ont eu ils sont passés par toutes les couleurs, roses, puis ils ne faisaient rien, de toute façon ils étaient très forts. Et cette année, ils ont tous bien marché. Elle m'a dit, mais il faudrait que tu apprennes à gérer. Je dis, il n'y a pas à gérer, c'est comme les cerises. Cette année, des cerises, on ne sait pas quoi en faire. Il y en a. Et l'an dernier, on n'en a pas eu du tout. Oui. Donc là, j'ai fait, je crois que c'était 50 bocaux de conserve de cerises. Elle me dit, pourquoi tu en as fait tant? Je dis, l'année prochaine, s'il n'y en a pas. Alors Pascal, là, on en est où? Alors, mais oui. On était en train de parler de recettes anciennes. Oui. Parlons d'une tourte aux orties. On entend parler de ça. Enfin bon. Alors, donne-nous un petit peu, tu vas nous donner un petit peu ta petite recette. C'est très simple. En fait, comme tu m'as dit, ça ressemble à tourte aux épinards. Oui. Donc, en fait, il faut cueillir des feuilles d'ortie. Alors, le must, c'est de prendre juste les feuilles du haut. Enfin bon. Et si on prend tout, ça fait quoi? La tige, c'est peut-être un peu. Alors, pas la tige que les feuilles. Oui, parce que la tige, c'est filandreux. Voilà. Donc, des orties non fleuries, bien sûr, il faut qu'elles soient jeunes. Donc, pour une tourte, il faut environ 400-500 grammes de feuilles d'ortie. C'est pas mal déjà. Oui. Voilà. On les fait blanchir dans l'eau bouillante, on les égoutte, on les hache grossièrement, on fait une sauce béchamel. On mélange tout et on met dans un plat qui va au four sur une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Alors, on fait cuire comme une tourte. Avec une béchamel, donc l'ortie béchamel, il n'y a pas d'autre chose, non? Il n'y a que ça. Et dessus, si on veut un peu de fromage, on passe du fromage, quel qu'il soit, du comté ou autre chose. Voilà, c'est très simple. Bon, on va essayer ça. Tiens, moi j'ai plein de choses à essayer ce soir. Les orties, il y en a partout. Oui, c'est vrai. Voilà de nouvelles recettes, effectivement, à tester. Et puis peut-être que les auditeurs ont des recettes à nous proposer. Tu m'as dit beignet tout à l'heure de. Les beignets de courgettes. Beignets de courgettes. De courgettes ou d'aubergines. C'est très simple à faire. On prend un fruit, une aubergine très jeune. Ça a goût de noisette en plus, les jeunes courgettes, c'est vraiment un goût très, très fin de noisette. Bon, voilà, moi j'aime ça. Et on coupe des tranches de 5 mm. Pour l'aubergine, il faut la faire dégorger au sel, sinon c'est un peu amer. C'est un peu le problème de l'aubergine. On fait une pâte à beignet, on trempe nos tranches dans la pâte à beignet, on les fait frire comme des beignets normaux. Ah oui, ça c'est bien, c'est facile. Oui, et on peut ou les sucrer ou les saler après, comme on veut dessus. Ah oui, d'accord. Sucré, j'ai essayé, c'est surprenant. C'est un dessert en fait, sucré. Voilà. C'est simple, il n'est pas plus simple à faire. Puis ça change aussi, parce que les courgettes, tous les jours, en plus... Quand ça produit, les courgettes... Oui, ça c'est vrai. Alors, pour ce soir, c'est mon épouse qui l'a fait. Elle a fait un velouté aux courgettes. Alors ça, c'est très très simple à faire aussi. Alors ça, c'est notre recette maison qu'on utilise. Donc on prend 200 grammes d'oignons, 2 gousses d'ail,
1 kilo de courgettes, il faut 1 litre d'eau, un bouillon cube plutôt que du sel. Oui. Ça change un Ah peu. oui, du goût. Voilà. Bah, ça donne un goût. Oui, on met un bouillon cube ou volaille ou ce qu'on veut, ou même il a un légume d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà, hein. Généralement, nous on utilise l'huile d'olive, et donc on peut mettre du beurre si on veut, donc c'est environ 20 grammes d'huile d'olive ou de beurre. Hein. Oui. Et à la fin, si on veut l'amolérer, on peut mettre du fromage, genre fromage qui fond, quel qu'il soit dedans. Hein. Alors donc c'est très simple, hein, on fait revenir l'oignon, donc les 200 grammes d'oignon, ça fait environ 2-3 oignons, hein. Oui, 2 oignons, oui. quoi, en gros, hein, normaux. Il y a de l'ail aussi. Alors, 2 gousses d'ail, deux gousses d'ail. Ah oui, oui. On les fait revenir à la poêle tranquillement. On fait cuire les courgettes dans le vide d'eau avec le bouillon. Oui. On verse les oignons et l'ail revenu dans les courgettes cuites. Surtout les courgettes, allez, c'est quoi, 20 minutes, 20 minutes. Oui, ça va vite. Ça cuit très vite. Mhm. On les passe au mixeur blender, ou comme on veut. Oui. On peut ajouter du fromage, hein, peut-être qu'on veut. Ça peut être de la vache qui rit. Oui. Ou seulement d'huile d'olive, hein, si on veut, ou du beurre. On n'y pense pas de la vache qui rit, mais c'est vrai que c'est bon, ça fait crémeux. Hein. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Ah oui, comme ça, oui. Et on peut la manger chaude ou froide. Ah. Voilà. Alors, pour les personnes par exemple, l'hiver, nous, on fait moitié courgette, moitié pomme de terre. Ça fait plus épaisse. Oui. Voilà. Donc, vous mettez un kilo de courgette, vous mettez 500 grammes de courgette, 500 grammes de pomme de terre. Alors, c'est vrai, donnez-nous des idées de recettes sur les courgettes, sur tout ce qu'il y a en ce moment. Maintenant, les courgettes, ça va produire. Là. Oui, c'est vrai que sur un pied, quand on en a 2, 3, 4, on va en donner chez le voisin, chez la voisine, c'est ça. Mais en fin de compte, moi je trouve que c'est bien aussi, c'est le partage, hein, ça, hein, le jardin. Alors oui, c'est dans la rue, bon, on est quelques voisins, ce sont des bonnes relations de voisinage. Hein. Oui. Par exemple, j'ai des petits voisins qui ont acheté leur maison il y a 1 an, mais évidemment, ils n'ont pas d'arbre fruitier, la maison est relativement récente. Il y a quelques années, il n'y a pas d'arbre fruitier ancien. Je leur donnais des cerises. Oui. Voilà. Bon, si un jour j'ai besoin d'un coup de main pour quelque chose, Nicolas, il a 27-28 ans, il est costaud, il aura un coup de main pour faire quelque chose. C'est vrai, oui. Les autres voisins, c'est pareil. Je fais des haricots de soissons. Les haricots de soissons, ça monte à 2,50 m et plus. Tu fais ça chez toi? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, oui. Donc l'haricot de soissons, tous les ans, faire des rames de noisetiers, c'est il fait dans la forêt, donc c'est bien fatigant. Et j'ai dit, tiens, je demande à mon petit voisin, je dis, mais comme il construit des maisons, je sais qu'il met des barrières de chantier en grillage. C'est rigide, je dis, mais où est-ce que vous les prenez que j'en achète? Il me dit, pourquoi t'en veux? Il me dit, moi, j'en ai acheté qui sont un peu tordus. Donc il me cherchait des cerises, il a congelé, il a fait des confits. Je pense qu'ils ont fait plein de choses avec les cerises. Oui. Ils sont venus 2 fois cuire des cerises. Il m'a ramené une dizaine de barrières usagées. Et pour faire grimper des haricots dedans, c'est très bien. C'est rigide, ça se tient tout seul. Voilà, c'est l'échange que nous avons avec les voisins. Notre voisin, plus loin, j'en ai des cerises. Moi, les courgettes ne produisent pas comme il le faudrait. Mais on a des grosses courgettes. Hein. En échange, voilà. Non, mais c'est bien, là. En plus, on se rencontre. Oui. Ça, alors, je ne sais pas si c'est chez tous les, on va dire, les villages, mais c'est vrai, bon, il faut quand même sortir de chez soi, hein, parce que si il y a la personne qui reste chez soi et puis qui ne sort pas, c'est pareil. Il faut pouvoir se rencontrer, pouvoir, comme tu dis, avoir un petit peu le parler un petit peu plus souple pour dire, tiens, bon, il y a en dehors du bonjour, au revoir, c'est vrai que sans trop s'étaler de la vie, mais sur l'échange jardin, moi je trouve que ça c'est bien aussi parce que ça apporte. Hein. Oui, puis le troc, ça favorise les contacts justement, le fait. Moi parfois, mes petits voisins, si je cueille des salades, en tout cas j'en ai pas mal. J'aime pas les voir, je leur pose, j'accroche à leur barrière à 5 avec une salle de salade. Voilà. Je ne vois même pas. Parce que, quand ils rentrent du travail, ils savent que c'est toi. Puis ils ont peut-être autre chose à faire que de 5 minutes. Ils ont leur petit gosse en bas âge, voilà. Et ça, je respecte. Et puis eux aussi, même quand je pars, ils le savent. Je dis, vous me laissez vous servir, c'est comme ça, c'est tout. Parce que ça me paraît logique. La laisserie, à tous les voisins, je leur ai dit, autour de moi, vous les cueillir. Mais si t'es pas là, vous rentrez, vous cueillez, c'est pas un problème. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est parce que il faut grimper à l'arbre, il faut aller cueillir les cerises. C'est vrai mais que là, c'était tellement bas que les branches touchent par terre. Ah bon, d'accord. Et juste à les ramasser. Voilà, oui. T'en as qu'un cerisier.
Deux cerisiers. Bah, c'est vrai que cette année, toutes les cerises, si vous avez un cerisier, tout le monde a donné. Hein, ça a donné énormément. Oui, partout. Non, mais c'est bien ce troc, parce que, en plus, l'avantage parce que je peux très bien rater, moi, par exemple, les courgettes ou un autre légume. Oui. Et puis que le voisin réussisse très très bien. Donc, vice-versa, peut-être tu vas rater quelque chose, et moi, je trouve que on échange. L'échange est là, oui. Alors, tu dis que c'est un jeune. Ah, mes voisins, j'ai la chance d'avoir à ma droite, c'est un couple qui doit avoir à peine 30 ans, les deux. En face, ils ont 27-28 ans. Et ils font du jardin. Ça, c'est chouette. Un petit peu, mais je veux dire, on échange des services, comme c'est tout. Voilà. Je vous dis, des salades, des choux qui ont des barrières, que lui, il allait les mettre carrément, il me dit, moi, il faut que je les envoie chez le ferrailleur. Ah, ben oui. Mais le soir, il a pu la peine de les monter dans son camion de chantier, puis me les ramener quand même. Ah, oui. Il me les décharger. Tout à fait. Voilà, donc, puis moi, c'est un grand service, et lui aussi. Mais il l'a quand même fait, parce qu'il faut les charger, il en avait une dizaine. Puis voilà, il aurait pu dire, je m'en fous, mais non. C'est ce côté, justement, d'échange. Mon petit voisin d'en face, c'est électricien, l'autre fois, mon chauffe-eau tombe en panne. Je vais en acheter un, les 300 litres, c'est un grand chauffe-eau, sont livrés en 200 ou 300. Il y a les deux puissances. Je ne suis pas électricien, je pense l'avoir bien branché, je le vois, je dis, écoute Nicolas, est-ce que j'ai bien branché là? Regardez, ouais, il dit c'est parfait. Mais voilà, oui, ça a pris 3 minutes pour dire oui, t'as fait le bon branchement. Moi, j'étais sûr de moi, c'est l'électricien qui a dit oui, c'est bien fait. Il faut que ça. C'est vrai que ce partage de, comment on va dire, de légumes, de savoir aussi, parce que je trouve que c'est quand même bien. Et tout le monde doit savoir qu'à Quersy, toi, c'est Cultive ta rue, c'est Monsieur Tomate, c'est Pascal Antini. Là, je trouve non, mais c'est oui quand même. Je veux dire, toi, tu as plus de à Quersy, la preuve, t'es passé dans le petit noyauné, dans le livre du petit noyauné. Nous, dans le noyauné, je veux dire par là, il y a de la reconnaissance quand même. Et t'as peut-être pas besoin de ça, mais tout le monde sait qu'à Quersy, ben oui, Monsieur Tomate, il habite là. Et puis Pascal est là, et on peut aller voir tes tomates, on peut aller prendre, surtout. Alors, c'est vrai de connaissance, parce que tout le monde ne cultive pas les tomates. Je trouve que c'est bien de venir te demander, parce que tu es le premier, tu es toujours là, le cœur ouvert pour justement renseigner. Oui, en général, oui. Ben oui. C'est fait d'ailleurs, on a mis au point tous les soins à base de plantes. Bon, j'ai fait depuis longtemps, donc ils sont mis sur papier. Oui. C'est un copain qui les a imprimés d'ailleurs, pour les distribuer. Ça, c'est bon, sinon je les donne par internet, mais sur les fêtes, ça imposait au public de laisser une adresse internet. Oui. Et maintenant, avec la loi de protection des données, c'est moins évident. Donc c'est beaucoup ça, on les a imprimés, lorsqu'on va faire une exposition, les gens n'auront qu'à se servir, il y aura des recettes de tomates, notamment, à base de tomates, les cocktails à base de tomates, et puis tous les soins pour cultiver. Alors sinon, on peut avoir tout ça sur ton site, non? Oui, Cultive ta rue, voilà, on fait www.cultive ta rue, Pascal Antini, et là on a tout, et on peut imprimer chez soi. Tout à fait, mais il y a des personnes qui ont préféré prendre l'affiche et poser des questions. Ah oui. C'est vrai. Certains posent des questions sur... d'ailleurs, on a la réputation de répondre en moins d'1 heure. Généralement, vous prenez le temps, moins d'1 heure, vous répondez à toutes les questions. Oui. Il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes qui sont... Alors, c'est très étrange. Le gros pic, c'est vendredi soir. C'est le week-end. Donc, les gens ont du temps, ils posent leurs questions, bon, peu importe. Et surtout, lorsqu'on publie des photos, des articles. Et là, effectivement, là, ça explose. C'est vrai, mais c'est très bien. C'est notre but, c'est de faire connaître, c'est ce qui nous intéresse. Alors. Ah oui. Alors, Pascal, on va, justement, puisqu'on est sur ton site, on va en profiter peut-être pour rappeler aussi ce qu'il faut faire si je veux faire une commande de tomates, parce que c'est uniquement les tomates, faut bien préciser. Des semences. Voilà, des semences. Voilà. Donc qui font partie de la collection. D'ailleurs, on a fait on va avoir notre banderole pour les fêtes dans la semaine qui vient. Donc c'est bien une collection de tomates qui est considérée comme étant assez unique.
Oui, ça c'est sûr. Puisqu'on a plusieurs milliers de... On a au-dessus de 4000 variétés maintenant, c'est sûr. En semences. Et on a remarqué en fait que beaucoup de... Puisque la loi sur les semences est en train de changer, c'est bien, pour une fois l'Europe revient en arrière sur des textes qui étaient très, très contraignants, où on pouvait à peine échanger les semences. Entre amateurs, on pouvait échanger, mais c'était assez limité. Donc maintenant, actuellement, disons qu'il y a, je ne dirais pas de laxisme, parce que ça va dans le bon sens, mais l'Europe laisse plus ou moins faire. À partir de 2021, on pourra facilement échanger, ou les projets pourront acheter ce genre de semences. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas attendu 2021 pour acheter certaines semences, les professionnels. Parce qu'ils ne peuvent pas les avoir entre eux, ils sont pas. Il n'y a que des collectionneurs qui ont certaines variétés. Oui. Et donc, ils s'adressent directement à nous. Ah oui, et vous les vendez. Enfin... Alors, avec un avertissement, normalement, ils n'ont pas le droit de les vendre directement après. Oui. Alors, il y a tout un système, ils doivent passer, les reproduire. On leur donne des semences, on doit les reproduire avant de pouvoir... Ah oui, parce qu'il ne faut pas acheter les semences et puis vendre les semences directement. Ça, ah oui, c'est facile. Hein, ça, notamment. Oui. Et puis, il y a toutes... Vraiment, ils ont quand même des lois qui sont très très précises et contraignantes concernant ça. Mais en France, oui, je peux dire que dans les autres pays d'Europe, c'est beaucoup moins respecté. Ça, c'est clair. Mais moi, une personne qui... par exemple, toi, Edwige, tu passes une commande à l'association, en nom propre, oui. Je ne sais pas que derrière il y a une société. Il y a une personne que j'ai appelée, effectivement, parce qu'elle commandait souvent, je lui ai dit, attendez, il y a un problème. Vous êtes ou un très gros collectionneur, mais je ne vous connais pas. Ah oui. C'est quand même assez surprenant, parce qu'on se connaît, les gros collectionneurs, on se connaît tous pratiquement, ou alors vraiment des gens très discrets. Hein. Dans ce cas, ce que je dis, c'est très discret comme personne. Parce que, dis-nous la différence entre collectionneur. Quand tu es collectionneur, je veux dire, tu achètes des plants, mais c'est pour toi, tu les gardes pour toi, tu ne dois pas les vendre. Voilà. Tu es un amateur, moi je suis un amateur. Voilà. Donc, en associatif, on a le droit de vendre des semences. C'est ce que dit la loi actuelle. Donc, effectivement, il y a une association, et puis c'est une association. Oui. Moi, ça ne me rapporte rien. Oui. Ça me coûte plutôt, au contraire. Oui. Comme tous ceux qui font de l'associatif. Ah ben bien sûr. Tu es bien placé pour savoir. Voilà. Le fait de donner son temps, c'est très bien, d'une part. Puis, en plus, c'est bien, ça permet de garder une gymnastique intellectuelle, de faire plein de choses. Et donc un collectionneur, généralement... Alors moi, je connais un Espagnol qui est collectionneur et professionnel. C'est-à-dire qu'il cultive des tomates... hybride industriel pour l'industrie ou pour les hypermarchés, tout ça. Et à côté de ça, il a une collection de tomates. Il est venu me voir 2 fois à Bruxelles. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un jeune, il a moins de 30 ans. Qui ne vend pas. C'est sa collection. Voilà, d'accord. Et donc là, il échange des semences avec d'autres personnes. Ainsi de suite. En France, je connais un professionnel aussi, qui est hollandais d'origine, qui est professionnel, mais qui a sa propre collection de tomates et de piments. C'est une passion, hein, c'est tout. Bien sûr, oui. Donc, moi, la passion, on est à 5, on a créé l'association d'origine, donc on l'a mise en commun, et ça permet de... Parce que pour envoyer des semences dans certains pays, il faut quand même un cadre juridique. On n'envoie pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est logique, c'est très bien d'ailleurs. Par exemple, l'Australie, on ne peut pas, c'est interdit. L'Australie refuse catégoriquement l'entrée de semences, quelle qu'elle soit, d'un pays étranger. C'est pour éviter les maladies qui n'existent pas chez eux ou autre. C'est très bien. Certainement que les semenciers peuvent leur vendre des semences, mais c'est très contrôlé. Alors là, quand on commande des semences de tomates, tu les envoies où? Tu as des commandes partout dans le monde entier. Partout, d'accord. La dernière commande, c'est très récent, c'est en Argentine. En gros, plus de 60% c'est l'étranger. À l'étranger. Plus de 60%. Et quand tu fais partir tes semences, c'est des colis qui sont protégés, c'est suivi. Alors, selon les pays, par exemple, tous les pays de l'Est, pour des raisons de sécurité, il y a des pays où, lorsqu'on envoie un courrier en normal, il n'arrive pas. C'est tout, c'est comme ça. Donc, l'URSS, la Russie représente environ 40% de nos ventes.
C'est énorme. La Russie, oui. C'est énorme. Et ce sont des collectionneurs, alors, qui demandent beaucoup de professionnels. Des professionnels. Qui ne peuvent pas avoir l'accès, alors, puisqu'il y a un embargo contre les Russes, contre la Russie, notamment des Américains. Donc ça, je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. C'est de la politique, on n'en parlera pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, nous, association, on a le droit de leur faire parvenir. D'accord. Et la preuve qu'on a le droit, parce que je peux dire qu'un pays comme la Russie, si on n'avait pas le droit, ça ne rentrerait pas, ça serait intercepté tout de suite. Donc là, comme il y a beaucoup de contrôle et que les courriers sont scannés plusieurs fois, ce sont des enveloppes qui ont une feuille d'aluminium avec à bulle très spéciale, donc qui protège les graines. C'est marqué France et ça va là-bas, et c'est marqué graines, comme tu dis. C'est écrit, je l'écris même en russe, j'ai un traducteur avec Google. Oui, d'accord. Avec Google, je traduis. Il y a, l'adresse est écrite en russe, en alphabet cyrillique, en alphabet français, européen. Il y a notre tampon petit à rue, en français, en russe. D'accord. Donc on ne cache rien. Ouais. Et on a eu aucun souci. Tous les courriers sont arrivés. D'accord. C'est même parfois beaucoup plus rapide pour la Russie. C'est ce que j'allais dire. Combien de temps, quoi? Allez, 2, 3, 4 jours, 5 jours quand même? La Russie, c'est entre 10 jours et 3 semaines. Et alors, tu as forcément le suivi de ton colis. Oui, donc c'est suivi. Puis, voilà. Alors, la preuve que ça marche très bien en Russie, parce que notamment une collectionneuse qui est en Sibérie, imagine la Sibérie, de chez nous, ça fait quelques milliers de kilomètres quand même. Donc ça part d'abord, si je poste à Chauny, ça va d'abord à Roissy, au centre de tri, qui est dans le nord, je crois, à Villeneuve-d'Ascq, ou un truc comme ça. Non, c'est Beauvais, je crois maintenant, donc peu importe. Beauvais, après ça va à Roissy, ça prend l'avion, ça va à Moscou, puis après de Moscou, ça part en Sibérie. Donc là, il faut 15 jours, 3 semaines. Mais ça arrive sans problème. Ça arrive sans problème. Le principal, c'est ça, ouais. Ah oui, et avec une collectionneuse sibérienne, je lui ai envoyé des semences, ça a mis 3 semaines, sans ce contrat, ça a mis 10 jours, comme on a envoyé 10 jours. Ça marche. Il ne faut pas tricher, c'est tout. Il faut bien spécifier que ce sont des semences. C'est léger quand même. C'est très léger. C'est très léger. En fait, puisque ce sont des enveloppes protégées, elles sont beaucoup plus lourdes que ce qu'il y a dedans, quoi. Mais même les États-Unis, j'en vois beaucoup aux États-Unis. Oui. Il faut pas tricher. Si vous trichez avec les Américains, ils ont un système de repérage qui est très fort. Je pense qu'ils ont un système qui enregistre le nom de la personne qui envoie. Et si vous avez triché une fois, c'est bon, vous êtes repéré, c'est que ça passe plus. Mais c'est tout, il faut le savoir. À partir du moment où on respecte les lois d'un pays, en Argentine, il faut envoyer, il y a une certaine façon d'envoyer, il faut respecter. Tu le sais. Il faut respecter, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pour la France, il y a des lois, il faut les respecter aussi. Alors, ça passe au scanner, ça n'abîme pas les graines? Alors, c'est d'où l'intérêt des enveloppes protégées. D'accord. Sinon, on a eu, pour tout vous dire, sur tous les enveloppes qu'on a fait cet hiver, on a eu 2 personnes qui ont dit, écoutez, ça n'a pas levé, et vraiment un sachet qui n'a pas levé. Et le hasard a fait que c'est 2 fois très proche. C'est une personne qui demeurait à Faville-Martel et l'autre qui habitait à Autreville, donc tout près de chez nous. Ah oui, Autreville, c'est pas loin, ça. Et je lui dis, mais est-ce que les autres sachets ont levé? Donc, il me donne la variété. Je prends un sachet, je prends 5 graines, je les sève, elles lèvent toutes. Je recontacte la personne, je dis, écoutez, c'est simple, il y a 2 solutions. Ou je renvoie des semences, ou je vous fais des plants. Donc, il y a un monsieur d'Autreville qui a préféré avoir des plants. En gros, il voulait voir des installations, il voulait les voir, il était tout content. Et, la dame de Faville-Martel, c'est une institutrice qui fait plein de choses avec des enfants. On lui a renvoyé, elle m'a dit là, tout a levé. Et donc, effectivement, peut-être que quand on l'a scanné, le sachet de graines était sous. Donc maintenant, on fait attention. On prend des enveloppes de certain format, donc le timbre est à droite. Ah oui, et je mets les graines dans une enveloppe, dans une feuille qui est pliée, qu'elle soit vers le bas de l'enveloppe, où normalement, c'est pas scanné. Il y a des précautions à prendre. D'accord, oui, comme on dit, au fur et à mesure, vous apprenez de vos erreurs, et puis... Ça, je le savais dans les échanges, déjà, parce que j'ai vu échanger avec des gens très très sérieux, vous n'avez rien qui lève. Donc là, l'enveloppe a été flashée, puis voilà, c'est tout, trop fort. Ça arrive, malheureusement, parce que cette année, moi, j'ai eu un échange avec un collectionneur belge, c'est un type qui est hyper sérieux, il est même drastique, je dirais, comme personne. Voilà, il est comme ça, ce qu'il fait, c'est bien fait, mais il y en a qui n'ont pas lu du tout. Donc ça, c'est une histoire d'enveloppe qui a été scannée. Ah oui, quand même. D'accord. On le sait. Hein. Alors, il y a des personnes qui mettent dessus semences ou graines ne pas scanner.
Je suis sûr qu'à la poste, ils ne pas regarder s'il y a marqué n'est pas scanné sur l'enveloppe. Ah non, oui, je pense qu'ils font pas attention. Mais bon, là, vous avez plus de problèmes, et s'il y a des problèmes, bon, c'est tout de suite, c'est tout de suite. Voilà, non, parce d'accord. qu'en plus, comme tout ce qui parle étranger, c'est en courrier suivi. Donc je sais quand ça part, quand ça arrive, quand c'est distribué. Ah oui. Et puis si la personne dit qu'il y a un souci, on renvoie. Oui. On dit, mais les 2 problèmes qu'il y a eu, c'est en France et tout près de chez nous. Donc c'est le hasard. Pourquoi je ne sais le pas. suivi. Voilà, ouais, non, il faut. Alors, à tout moment, là, on peut encore commander les graines, on peut... Pour l'Europe ou la France, pour maintenant, il faut attendre d'avoir la collection d'automne, parce que Ouais. on va semer. Il y a des collections d'automne. C'est-à-dire tout ce qui est en culture, bien sûr, maintenant. Donc on va récupérer les semences à l'automne, à partir de août-septembre jusqu'en fin septembre, oui, sur le mois. Donc ce sont des semences qui vont être disponibles à partir de fin septembre, début octobre, pour être semées au printemps prochain. Par contre, vous avez tous les pays de l'hémisphère sud qui, eux, sont en automne et qui passent commande pour semer bientôt. c'est bien fait. Oui, d'accord. Donc l'Argentine, tous ces pays-là, les pays de l'hémisphère sud, qui passent leur commande, parce qu'eux vont semer bientôt. Ils sont en automne. C'est bien fait, ça équilibre sans arrêt. Ah bah oui, c'est bien. Bon, alors, pause petite musicale, oui, bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose, une petite recette, quelque chose à nous donner? Ensuite, on fait une petite pause musicale. Alors, puisqu'on arrive dans les pommes de terre, je donnerai une recette de pommes de terre sautées, mais avec une sauce blanche. Alors, on y va, et puis après, on fait la petite pause musicale. La recette maintenant? Ah bah oui. D'accord, ok. Donc, tant qu'à faire, prendre des pommes de terre farineuses, genre la binge, c'est la reine de la pomme de terre à ce niveau-là. Oui. Elle a un défaut, elle est un peu fragile face aux maladies. Enfin bon, on en trouve chez les personnes jardiniers qui ont beaucoup d'expérience, les jardiniers assez mon âge et plus, font beaucoup la binge. Une pomme de terre qui a marqué les esprits, Alors, tu dis beaucoup d'expérience, c'est-à-dire en culture. Oui, pas dire les vieux jardiniers. D'accord, moi j'ai compris. Alors les vieux, d'accord. Comme moi, quoi. Ouais. Voilà. Donc, vous prenez de la binge, vous les coupez en petits cubes de pommes de terre comme vous épluchez, en petits cubes comme pour les faire sauter. Oui. Vous les faites sauter, effectivement, à la poêle, mais sans les faire trop beaux, juste blondir. D'accord. En plus, vous faites comme si vous vouliez, par exemple, vous faites une volaille, vous pouvez faire une sauce, vous faites revenir vos morceaux de volaille, vous faites blondir ou un peu plus, vous mettez une cuillère de farine dessus, vous tournez, ça fait comme un roux blanc, et après on allonge avec une sauce pour épaissir. Donc lorsque vos pommes de terre sont revenus, vous mettez une cuillère ou deux de farine dedans, vous tournez un peu, donc ça enrobe vos pommes de terre. Tout simplement, vous mettez de l'eau dessus pour faire une sauce, et vous laissez cuire, et en fin de cuisson, 10 minutes en fin de cuisson, vous mettez de l'ail et du persil frais. Avec une salade, c'est phénoménal. Il me semble que cette recette nous l'a déjà dit. Je vais la donner, je vais oublier. Oui, tu nous l'as déjà donné, parce que je me rappelle, parce que là, comme ça, les petites pommes de terre coupées en petits morceaux. C'est très très simple, c'est ma grand-mère qui faisait ça. Et c'est fabuleux. D'accord. C'est très très simple. On va faire encore ça ce soir. Nicolas, maintenant, va falloir faire à manger, hein. Ah bah moi c'est ce que je fais de toute manière. Enfin c'est pas des pommes de terre que je fais, hein, mais je me débrouille. Ah, il se débrouille, voilà. C'est le moment de ramasser des courgettes, c'est le moment de cueillir les cerises. Et que faites-vous avec tout ça? Dites-nous, 03 44 75 3000. Alors Pascal, là, oui, on est au mois de juillet, c'est vrai. Déjà, enfin non, le vendredi, dimanche. Oui, et donc il faut penser à préparer l'hiver. Déjà, oh non. Oh. Ah bah si. D'ailleurs, on a commencé depuis longtemps. Ceux qui savent les endives sont semés depuis un mois maintenant. De semer les endives? Oui. Donc ça on peut encore en semer, là, ça commence c'est la fin. Mais donc on va commencer à semer les choux d'hiver, pour ceux qui... les choux de Bruxelles, on va les planter même carrément. Donc, planter les choux de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, c'est vraiment un légume qui est tombé en désuétude et puis qui tout doucement qui revient. C'est très particulier. J'aime pas trop ça. C'est un petit peu, c'est le goût. Pas trop
trop le goût du chou de Bruxelles, hein, parce qu'il est en train de nous faire de la purée avec notre micro. Voilà. Non, le chou de Bruxelles, il faut qu'il ait pris le gel, comme on dit. Oui, voilà. oui, c'est ce que mon papa disait toujours. On laisse passer le gel et puis après... Mais c'est vrai que c'est particulier au goût. Hein. Voilà. Mais bon, le goût, il est là. Hein. C'est un petit peu comme le chou-fleur. L'odeur du chou-fleur, c'est là. Hein. Celui qu'on cueille au jardin, si on le cueille, il ne faut pas qu'il soit trop avancé, parce qu'après, il a un goût, il a un parfum qui est fort. Mais si on le cueille juste à temps, il sent pas. Il sent pas, il est même au goût, c'est relativement neutre. Hein. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'eau du chou-fleur pour que ça ne sente pas? Je ne me rappelle pas. Alors, il y a quelque chose. Il y en a qui mettent du lait. Ah, d'accord. Certains mettent un morceau de pain. Bon. Qui absorbe aussi. Bon. Ou alors la solution, c'est mettre une cuillère de vinaigre aussi, ça neutralise. Hein. D'accord. Une cuillère de vinaigre blanc, ça neutralise les odeurs, ouais. Même le goût d'ailleurs. Donc là, maintenant, il va falloir commencer à semer les carottes d'hiver. On est en plein dedans, hein, c'est juin-juillet. Hein. Semer les carottes. Ah, mais je n'ai pas fait. Carottes d'hiver, il faut le faire. Semer carottes. Je le marque comme ça. Toutes les carottes d'hiver, entre la longue liste de Meaux, la Colmar, la Saint-Valéry, la carotte de Tilk. Il y a tous. Il y en a une qui est mieux que les autres. Celle de Tilk, je crois, non? Celle de Tilk, ouais, c'est vraiment une variété qui est assez extraordinaire, je trouve. D'accord. Ouais. Donc, qui a failli disparaître il y a très longtemps. Et qu'on retrouve. Donc, il y a un semencier, notamment dans le Nord, qui procède à la sauvegarde des légumes anciens. Ah oui. Qui se rapproche de jardiniers qui ont de l'expérience. Bah oui, c'est pour ça. Récupérer des semences. Et, ce semencier, mais comme des variétés qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un petit semencier, hein, c'est pas Monsanto, ça en est loin. Mais c'est bien, je trouve, ce genre de sociétés qui cherchent, qui font. Voilà. Il le faut. Ils ont que des semences de carottes ou des semences d'autres? Ils font un peu de tout, mais ils se sont spécialisés dans les légumes anciens ou plus ou moins disparus. Et où ça se trouve, ça? Alors c'est dans le Nord. On va donner leur nom. Hein. Le Nord. C'est la maison Bocquet. Le Nord est grand. Bocquet. D'accord. Bocquet, B-O-C-Q-U-E-T. C'est un petit semencier par rapport à notre maison, je parle, bien sûr. Mais on trouve quand même des légumes, des salades qu'on ne trouve pas ailleurs, des choses comme ça. C'est intéressant. Donc surtout des. Alors, tu dis les légumes oubliés. Des Hauts-de-France, comme je dis. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, les légumes oubliés? Ce sont des variétés par exemple, des salades, des laitues qu'on ne trouve plus. Topinambour. Au Topinambour, c'est bien revenu, ça. C'est revenu. C'est revenu à la mode. Moi, chaque fois que des amis parisiens viennent chez moi, je leur dis j'en ai, ils en veulent. Ça fait tu as des Topinambours? Oui. Bon. J'en suis envahi d'ailleurs. Je vais t'en piquer un pied parce que alors c'est pareil, hein, ça doit avoir son endroit. Parce que moi je sais que je l'ai mis à plusieurs endroits chez moi, ça ne pousse pas. J'ai pas moi de topé, j'arrive pas à avoir. Parce que généralement ça pousse même dans les terrains grattes, ça. Ah bon? Ah oui. Je vais t'en piquer un pied. Ah ben, maintenant ça va au printemps prochain. Si tu veux cet hiver, je peux t'en amener. D'accord. Parce que le problème du Topinambour, lorsqu'il va se plaire, c'est démentiel, quoi. Et un tout petit éclat de tubercule, ça repart. Il faut lui trouver Alors il faut que ça soit quand même bien ensoleillé, non? Non, pas forcément. Non, ils sont moussés. Non, au contraire, ils sont plutôt à l'ombre chez moi. Ils sont à l'ombre, oui. Alors c'est la terre quand même qui doit se plaire. Hein. Franchement, l'avantage, c'est les tubercules, on les laisse en terre, même s'ils gèlent l'hiver, ils ne gèlent pas, on l'arrache au dernier moment. D'accord. Ouais. J'en mangerai pas tous les jours, mais j'aime bien. Ah, moi j'aime bien, j'adore ça, moi. Purée avec du topinambour, c'est très c'est bon. Oui. Frit, c'est bon aussi. Ah, frit comme... En tranche et frit à la poêle. Ah, d'accord. Ah, oui. D'ailleurs, Nicolas est d'accord. Ah oui. Moi, j'écoute. Hein. ça me donne des idées de recettes, en fait. C'est bien, c'est ce que vous allez faire ce soir. C'est déjà prévu pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des légumes... mais surtout au niveau des salades, il y a des choses qui ont plus ou moins disparu parce que maintenant on améliore les variétés, hein, c'est le grand sport. Hein. Donc les semenciers améliorent.
Alors c'est pareil, améliorer les variétés, il faut rester dans le rustique parce que c'est ce qui est, je veux dire... Mais l'avantage d'acheter une semence, par exemple la carotte de Tilk, Oui. elle est acclimatée chez nous. La nantaise, même c'est une carotte d'été chez nous, c'est pas une carotte d'hiver. Alors qu'à Nantes, sur la côte atlantique, ils vont la faire pratiquement l'année, ils gèlent pas. Chez nous, la carotte, parce que moi, mes carottes de Tilk et Colmar, je les laisse en terre tout l'hiver, je les laisse. Ah oui. Je les arrache que pour... bon, si on annonce une grande période de froid, j'en arrache quelques kilos que je mets dans un seau à la cave, mais sinon je les arrache pas. D'accord. Et ça tient très bien. Bon, il y a du paillage entre les rangs pour protéger, mais ça tient très bien. Mais voilà. Donc les carottes maintenant, il faut... Alors la carotte de Tilk, en gros, les carottes d'hiver sont des racines qui deviennent relativement grosses. Donc il faut les éclaircir relativement de façon importante. Oui. Ouais, voilà. Ça c'est bien. Bon, les panais, on peut encore en semer aussi. Le panais, oui. Ah, ça j'adore. Aussi, oui, c'est vrai aussi, bon, oui. Le panais, c'est une sorte de carotte blanche qui est très sucrée. C'est sucré, c'est très sucré en fait. Là, on peut semer le panais. C'est la fin là, mais on peut encore. Oui, c'est Bon, vraiment on la peut fin. encore. Je vais le noter parce que là, moi, je suis en retard là sur les semences. Là, les carottes d'hiver, c'est bon, juin, juillet, il n'y a pas de Oui, problème. je vais le faire ça. Ah oui. Ça, je vais le faire. Et puis bon, par contre, le panais, c'est vrai, je suis en retard là. Ça va être la fin. Ça va être la fin. Bon. On sème aussi les betteraves rouges. Ah oui, Les aussi. betteraves rouges, de conservation, c'est... Betterave rouge, combien de temps qu'ils mettent pour... Alors, justement, maintenant, puisqu'on a fait des améliorations de race, comme on dit, de variété, c'est relativement long. Alors, moi, je conseille de pas les... J'en sème, j'éclaircis, mais il y a des gens qui replantent. J'avoue que je suis... Repiquer, oui. Ouais, alors, je suis pas doué pour ça. Mais j'avoue que j'ai pas des résultats extraordinaires quand je replie des carottes, des betteraves rouges. Il vaut mieux déduire voilà. que replanter. Ouais. En fait, moi, lorsque je sème, même, c'est comme par exemple, la betterave rouge en fait partie. Je les sème en gros, on va dire, tous les 5-6 cm. Je mets une graine, c'est grosse graine en plus, donc c'est facile à mettre en terre. Puis après, quand c'est élevé, si tout est élevé, j'enlève une sur deux. Oui. Voilà, en gros, c'est ce que je fais. D'accord. Voilà. Bon, parce que moi j'ai vu des gens qui sèment très épais, drus, comme ils disent. Moi je veux bien, mais après il faut enlever. Non, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà, c'est tout. Il faut contrôler un petit peu. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle contrôler ses semences. Hein. Ça sert à rien de tout semer, toute une rangée, et puis après de tout retirer. Oui, voilà, oui. Moi, c'est mon principe maintenant. Chacun fait comme il veut. C'est sûr que si on sème très très peu serré, que ça le fait mal, on n'a rien presque. C'est le problème. Donc là, on sème. Allez, on sème les carottes, on sème le panais, on sème les betteraves rouges. Les betteraves rouges. Voilà, sans problème. On peut semer donc les navets maintenant. On va commencer les navets. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Alors la mâche, on peut commencer en juillet aussi. Normalement, c'est parti d'août, mais maintenant, il y a de la mâche qui sème à l'année. Alors, tu as raison, hein, c'est tous les trucs d'hiver, là. Ah oui. Le navet, le radis d'hiver, ça va commencer aussi, fin juillet. Oui. On le sème, parce qu'il est beaucoup plus long que l'autre à venir. Alors, les radis, cette année, c'était très... J'ai pas eu, moi, de radis. Chez moi, c'était très compliqué. Ah bon? Ouais. Mais on a eu des nuits, par exemple, jusqu'à dimanche matin, vendredi, samedi, dimanche, j'ai enregistré 5,2 chez moi. Oui, c'est vrai. J'allais te le dire. À l'abri. Donc, à l'abri, c'est-à-dire qu'en plein champ, il faisait environ 3 degrés. Le matin, il fait froid, quand même. Ce matin, il y avait 10. Oui. À l'abri. Donc, ça fait 8. C'est supportable. Mais 3 degrés, ça commence à... C'est limite. Hein. Oui, c'est limite. Oui, non, mais c'est vrai que là, le matin, on a des températures là. Hein. Voilà. Donc après, c'est pareil. Par contre, pour les salades, ça, maintenant, on en fait pratiquement l'année. On va semer la frisée, la scarole aussi d'automne, maintenant. Hein. Oui. Donc, une belle scarole, c'est beau, ça. Ouais. Cuisiner au lard. Pascal, il pense qu'à manger. Le but des jardiniers, c'est quand même pour manger. Oui. Voilà. Donc là, on sème la scarole. Allez. L'escarole. La betterave, la carotte. Les navets. Les navets. Le panais. Oui, on peut semer encore des courgettes qui vont produire en septembre.
pas de problème, hein, parce qu'elle lève très vite maintenant, à cette époque-là. Donc, pour bien faire, il faudra on sème ou alors oui, on sème. En place directement. Oui, en place directement. Oui, en place directement. On peut semer encore des concombres. Là, c'est la fin des concombres. Les courgettes, sans problème. Hein. Moi, j'en sème fin juillet, généralement, qui produisent. Septembre, par contre, il faut les prendre plus jeunes, ce qui durcissent après. Parce que les nuits commencent à être plus fraîches. Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Nous, on est quand même dans le nord, hein, dire par là. Juillet, encore 2 mois, juillet, août. Après, septembre, on commence on replonge. Hein. On va de l'autre côté. On bascule du mauvais côté, on bascule en hiver. Ça, c'est le problème. Le problème du jardinier, on court toujours après le temps. Oui, c'est vrai. Parce qu'on va toujours vers ce que l'on fait. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut semer des haricots verts encore. Les haricots verts, pour mettre 60-70 jours à produire en général. Donc, on est dedans. Hein. Donc, pour bien faire, les haricots verts, il faudra en semer en gros comme les radis, tous les 15 jours. Oui. Pour avoir une production sans arrêt. Moi, je ne fonctionne pas trop comme ça. Moi, je sème en fonction des moments où madame va partir en vacances. Oui, c'est vrai aussi. Oui, parce que quand on s'en va en vacances, là, c'est là aussi que ça produit aussi. Si les haricots verts produisent quand vous n'êtes pas là, si c'est pour donner aux voisins, encore si les voisins en profitent. Oui, mais alors. Il y a demi-mal. Oui, je suis d'accord avec toi, Pascal. Mais alors, autant contrôler ses semis. Si vous êtes parti en vacances pendant 2 mois, on peut les semer. Il y a eu des grosses négociations là, voilà. ont eu lieu dimanche soir. Mais c'est vrai qu'on peut éventuellement, si on est un bon jardinier bien averti, on sait que si on s'en va pendant 15 jours, 3 semaines, on sait qu'on peut semer le haricot vert à telle époque. Ouais, pour le haricot vert, une fois qu'il est élevé, on le bute une quinzaine de jours après. Oui. Franchement, même s'il fait très 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 chaud, sinon, il y a bien toujours un orage qui va traîner ou un peu de pluie. Normalement, ça suffit, c'est suffisant. Parce que le haricot, il faut quand même une bonne température. Sur le haricot, il faut de la chaleur pour lever. Il faut qu'il lève très vite, de toute façon. Mais il lui faut aussi un peu d'eau. Combien de temps le haricot vert? 15 jours, 3 semaines. Oui, pour le sarter, pour le buter. Oui. À partir du moment où on commence à le semer et qu'on le récolte, combien de temps? 2 mois, 2 bons mois. D'accord. 60-70 jours. Là, c'est bien. Si on s'en va on peut le faire là, juillet, août, et on revient de vacances, c'est bien, on peut manger du haricot vert. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un gros semis là, et en septembre, je fais des conserves. Voilà. Bien calculé. Il faut calculer, en fin de compte. Hein. Comme on dit, le jardinier, il faut qu'il soit malin quand même. Hein. Le problème, c'est qu'il faut jouer avec les aléas. Ce sont des projections qu'on fait. Des projets. Oui. Voilà, le haricot vert, on sait que c'est 2 mois. Oui, le haricot vert, il n'y a pas trop. Oui. Par exemple, les radis, ça peut aller très 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 vite si les conditions sont favorables. Et vice versa. Par exemple, les salades, j'en sème régulièrement pour en avoir sans arrêt. Oui, ça c'est bien ça. Oui, avec la pluie qu'il y a eu, il y a un moment, j'ai eu tout un produit, même ce qui était décalé par rapport aux autres. Après, il y a eu un trou. Oui. Ça arrive une fois. Il faut l'accepter. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est parfait, parce que si on arrive à tout maîtriser comme l'industrie, il n'y a plus d'intérêt. C'est vrai. Voilà. En matière Comme on dit, le jardin, c'est comme ça. Hein. C'est avec le temps, c'est avec comment tu sèmes, comment tu fais, comment tu produis. Exactement. Alors, donc j'ai parlé de les choux, les choux frisés, c'est pareil. On peut les semer. Alors pour tout ce qui est carottes, qu'est-ce qu'on peut protéger? Les carottes surtout. Mettre un filet dessus anti-insectes plutôt que des produits chimiques. Anti-insectes, d'accord. C'est un voile qu'on pose dessus, sur des petits arceaux, on est tranquille, on n'a pas... Oui. Parce que lorsqu'il y a les mouches blanches de la carotte commencent à voler, et malheureusement, puisqu'il fait de plus en plus chaud, on se rend compte que, par exemple, en matière de tomates, que des insectes qui étaient inconnus il y a 2 ans attaquent était 2 ans dans le sud-est de la France, et là arrive pratiquement au centre de la France cette année. Voilà. Voilà.
connaissait pas avant. On sait que ça existait, mais il n'y avait pas d'attaque importante chez nous. Et là, maintenant, ça commence. Alors, éventuellement, pour lutter contre justement toutes les maladies naturelles, bon, allez, on va dire, il y a peut-être des fleurs, des plantes, qui attirent ou qui rejettent l'insecte, éventuellement, qui se met sur ces plantes et se met pas sur nos cultures. Par exemple, sur le chou et la carotte, vraiment l'idéal, c'est mettre ou même le poireau, c'est mettre parce que là, en juillet, on va planter les poireaux d'hiver. Hein. Oui. L'idéal, c'est de mettre un filet anti-insecte. D'accord. L'idéal, c'est ça. Et alors, le filet anti-insecte que tu achètes, d'accord, dans un commerce. En rouleau, ça fait. D'accord. Il y a plusieurs largeurs, il y a 2, il y a 4 mètres de large. Moi, déjà 2 mètres, ça permet déjà ça existe. Il y a des petits morceaux, mais moi, j'ai acheté en rouleau. J'en ai qui j'utilise depuis plusieurs années. Ça se termine à la machine à laver. Ah oui, d'accord. Oui. Tu nous en as parlé aussi la dernière fois, c'est vrai. C'est franchement écologique parce qu'on ne traite pas du tout. D'accord. Bon, ça, c'est à conseiller. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Oui. D'ailleurs, les professionnels qui se reconvertissent, qui ne traitent pas, utilisent systématiquement ce genre de voile. Puis comme tu dis, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien à la nature. C'est justement, c'est naturel. Ça coûte rien. Bah oui. C'est naturel. Maintenant, puisque c'est un tissu, on peut le recycler aussi. Hein. Oui. Voilà. Bon, c'est quand même ce qu'il y a mieux. À savoir, voilà, ça existe. Il n'y a pas de produit de contact, il n'y a pas de produit de synthèse de contact. Et ça, c'est quand même, pour nous jardiniers, c'est important quand même. Voilà. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire ça. Sinon, alors après, hormis tous ces légumes d'hiver, on se contente de cueillir, de consommer, tout ça, d'entretenir, donc de biner, bien sûr. Ça, c'est... PTB, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Il faut s'y mettre. Et oui. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Alors, je suis contente parce que c'est vrai qu'en se baladant un petit peu côté dans tous les petits villages, c'est vrai qu'on sort de Carlepont, on va à Bailly, on va à Quersy, on va d'autre côté, on s'aperçoit quand même que à droite et à gauche, alors il y a beaucoup de coquelicots, ça fait plaisir, et puis il y a de l'herbe qui pousse. Avant, on voyait un petit peu du truc tout qu'on va dire tout grillé, et là on voit de l'herbe, et ça fait bien plaisir parce que j'ai dit tiens voilà, c'est vrai qu'il faut faire les trottoirs, mais au moins on voit que ça pousse, et puis voilà, puis c'est la nature qui reprend le dessus. Les trottoirs, on va dire, bon, à la limite, quand c'est dans un village ou un bourg, pourquoi pas, parce qu'il faut bien marcher. Mais en pleine campagne, le fait avant, on fauchait les bas-côtés, c'était contre nature, ça détruisait. Là, je trouve que c'est bien, moi ça me plaît comme ça. Alors, en plus, ça fait peut-être râler, parce que je sais que quand il y a eu les gros orages, notamment entre chez moi et Noyon, je prends une petite route, et l'herbe était tellement chargée d'eau, donc ça rétrécissait la rue. Oui. La route, bon, effectivement, donc il faut ralentir, moi ça m'amusait beaucoup, certains râlaient, pourquoi pas. Mais en plus, un avantage, c'est que si une personne sort de la route, je veux dire qu'une herbe qui fait 50 cm, ça freine sérieusement la voiture. C'est efficace, ça freine. Oui. Voilà. Puis c'est naturel, c'est tout. Ah, c'est naturel, là c'est vrai, là on le voit. Oui. Là, c'est vrai que on voit le changement. On voit le changement. Ah oui, c'est beaucoup plus naturel. Hein. C'est bien, il y a l'herbe qui pousse partout. D'ailleurs, maintenant, on remarque. D'ailleurs, en dedans, j'ai vu une dame que j'ai figée de Reda qui était en train de traiter son trottoir. Elle pulvérisait, donc c'est pulvérisable sur un trottoir, c'était pas pour l'arroser, je pense pas. Oui. Mais t'es mauvaise langue quand même. Hein. Peut-être que la dame a arrosé le trottoir. Quel pulvérisateur, c'est long. C'est très long alors. Mais cette dame-là, elle prend son temps. Oui, d'accord. Pourquoi pas, j'ai mal vu. Désolé, madame. Je veux dire, voilà, on remarque plus, alors qu'avant, ça choquait personne de voir quelqu'un en train de traiter. Oui. Les communes traitaient à tout va maintenant. Là, oui, c'est vrai. Voilà, que maintenant, on fait très attention, maintenant on ne traite plus. De toute façon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Voilà.
pour les publics, c'est interdit. Donc et pour une fois, ça va dans le bon sens. Ah oui, ça là, et rappelle-toi quand on a commencé cette émission, on s'est dit ça va mettre du temps. Là, on s'aperçoit, on le voit dans tous les petits villages, tu vois. Moi, j'aime bien quand il y a de l'herbe, un petit peu, allez, s'il y a un coquelicot, une fleur, un petit machin, c'est mignon comme tout, c'est beau. Et puis c'est la nature, de toute façon. C'est la nature. De toute façon, dès que l'homme n'intervient pas, la nature revient à une vitesse, c'est phénoménal. Oui. Oui. C'est comme ça, c'est tout. Enfin bon. Et puis, on n'est pas pressé. Si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Comme on dit, moi j'aime bien quand il y a de la. Il faut de temps en temps laisser aussi, même. C'est vrai que. Oui, et puis, de toute façon, le fait de laisser, par exemple, laisser l'herbe sans la couper, parce qu'il y a des gros orages, ça retient l'eau, de toute façon. Plutôt que l'eau ravine, quand on la voit dans les champs, ce qui s'est passé, des gros orages qu'il y a eu, on a vu carrément des torrents de boue. Donc ça, en plus, ce sont tous les alluvions qui partent. Oui. C'est toute la bonne terre. C'est catastrophique, ça. Bien sûr. C'est une catastrophe. Les champs où il y a de l'herbe, ça retient. Et puis l'herbe pompe, de toute façon. Voilà, Moi, je dis, il faut laisser la nature, voilà. Tu veux que ça soit propre, PTB. Et puis, tant pis, sinon, voilà. Ah, mais on y reviendra. Oui, c'est sûr. Hein, oui. On voit ça progresse. C'est long. Oui, c'est vrai que la nature reprend ses droits. C'est ce qu'on était en train de se dire. Et c'est vrai que en ce moment, quand vous regardez votre jardin, quand vous allez faire un petit tour dans votre terrain, c'est vrai, ça pousse. Hein. Alors, oui, le soleil, la pluie, c'est vrai qu'on a des orages, on a toutes ces choses-là qui fait que, oui, avant on mettait tous les 15 jours il fallait tondre, là c'est tous les 8 jours, hein, oui, on tombe, tous les, voilà, et ça c'est tout le monde. Hein. Moi ça va du fauchage là, parce que oui. j'ai pas tondu depuis un petit bout de temps, ouais. 30 cm de haut, oui. C'est pas grave. J'en ai fait une partie hier, je reste quand je pourrai de toute façon. Quand on pourra, voilà. Mais en plus c'est bien parce que ça attire les insectes, ça maintient. Chez moi, il y a toute une tribu de hérissons, je trouve ça super sympa. Ah, c'est mignon comme tout, ça. Le bébé, la maman, c'est chouette, ça, oui. Quand il y a eu les orages le soir, c'est rigolo ce qu'ils ont. Je n'avais jamais observé un hérisson en train de manger une limace. J'ai pu le voir en direct. C'est diablement efficace. C'est vrai. Ah oui, le hérisson se promène, c'est rigolo, il cherche à travers les herbes, et dès qu'il la trouve, mais c'est 2 secondes. Hein. Ah oui. Ah, c'est efficace. Hein. Donc le hérisson a mangé la limace. C'est ce qu'on appelle la nature. Hein. Et qui mange le hérisson? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, voilà. Chez nous, pas grand-chose. Parce que des limaces, c'est quand même bon. Non, et puis, moi, j'en parle souvent avec un couple de voisins. Bon, chez moi, il y a, pour vraiment cette année, ça se voit beaucoup, il y a beaucoup d'orvées. Ah, tiens. Et les orvées, c'est vrai que ça a besoin d'endroits pour se cacher. Alors moi, il y a des endroits où je coupe pas l'herbe du tout à l'année, hein, où je fais des tas de branches pour les hérissons, pour tout ça. Et il y en a beaucoup. Et donc, on me dit, j'ai remarqué chez nous aussi qu'il y a des orvées. Et ça, c'est bon signe. Parce que les orvées, c'est comme les grenouilles, c'est très sensible à la pollution. Ah, d'accord. Les grenouilles sont très sensibles à la pollution, par exemple. Et moi, j'ai une espèce de marre avec mes canards. Hein. La nuit, c'est un concert de grenouilles. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai la même chose chez moi derrière. Oui. Bon, oui. Je trouve ça super. Ah, moi aussi, j'aime bien. Bon, maintenant, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas. J'en suis sûr. Oui, mais vous savez. Moi, je n'ai pas la même chose chez moi. Pascal, quand on est à la campagne, c'est pour entendre le coq chanter. Hein. C'est pas pour entendre les bruits de voiture ou les bruits de moto, ou les bruits de. Voilà, c'est ça. Hein. Dire la campagne, c'est ça, c'est la vache qui. Oui. D'ailleurs, il y a un petit texte qui fait le tour des réseaux sociaux, qui s'adresse aux gens de la ville. Il y a des amis parisiens, ça reste de la ville, surtout pas la campagne, il y a le coq qui chante, le chien qui avole, le tracteur qui passe. Alors sinon, c'est pas la peine d'habiter à la campagne, ça sert à rien. Autant rester en ville. Voilà. Alors, nous, on aime bien la campagne, nous, on est des campagnards, nous, on aime bien la terre, la nature, on aime bien toutes ces choses-là, hein, tout ce qui est naturel. Voilà. Et puis voilà. Puis c'est comme ça, les petits oiseaux qui chantent, c'est super. Et puis comme dit une copine, de toute façon, elle dit, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes dont on ne sait pas encore qu'elles ont un avenir. On ne sait pas encore à quoi ça sert. Bon, effectivement, par exemple, le pourpier, chez nous, on en mange rarement.
je connais peu de personnes qui en mangent. Vous allez à Paris, ça se vend 15 € le kilo. Le pourpier. Pourpier, c'est une espèce de plante plus ou moins grasse avec les feuilles épaisses, là, qu'on trouve dans les allées. Ah oui. Quand il fait très chaud. Ah oui. Mhm. Bon, c'est pas mauvais, hein. Bon, manger que ça, je le ferai pas. Mais oui, ça a un goût très particulier. C'est un produit de luxe. C'est un goût particulier. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est le pourpier, voilà, c'est tout. Ah oui. Hein. Mais ça fait partie. Tous les jardiniers l'enlèvent. Moi, le premier, je l'enlève parce que je vois pas l'intérêt de le laisser se reproduire. Voilà. Mais il y a plein de plantes comme ça. Qu'on ne connaît pas et puis qu'on devrait, c'est vrai. Et puis bon, la nature, c'est. Les orties, par exemple, j'ai un endroit où. Sciemment, je les laisse pousser parce que la terre est très riche à cet endroit-là. Parce que où vous avez des orties, c'est signe d'une terre très riche. De toute façon, ça, c'est comme ça. L'ortie a besoin d'une terre très riche. Et donc j'ai un endroit où j'avais on va dire un petit rond qui l'an dernier est devenu un rond plus grand et qui cette année est devenu encore plus grand. Peut-être trop là. Oui. Donc comme je les ai coupés faire du purin d'ortie, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais pour les faire, j'ai limite quand même. Parce que... Mais il faut toujours laisser dans son, on va dire dans son jardin, dans son verger, un endroit justement où on peut mettre toute la terre, tous les détritus, enfin un petit truc de compost ou faire un bon mélange. Avec tout ça, ce qui fait, c'est que. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que moi, dans ce montagne, il y a plusieurs endroits que j'entretiens pas du tout. Oui. Et ça, c'est donc un endroit où je mets toutes les branches du couple. C'est en plein milieu de mon terrain, d'ailleurs, ça plaît pas. Comme m'a dit un autre voisin, c'est moche chez vous. Je dis, au moins ça vous fait parler. Donc j'ai un tas où je mets les branches. Et le matin, on voit les passages des hérissons, on voit bien qu'ils rentrent dessous. C'est génial, ça, c'est beau, ça. Ah, oui. S'il y a une averse en fin de soirée, je vais les voir sortir. Ouais, c'est beau, ça. D'ailleurs, j'en ai filmé un, je dis sur mon téléphone, j'en ai filmé un. Voilà, c'est la nature, et c'est ça le jardin. Il faut le laisser un petit peu respirer. J'ai un couple de pivers, c'est la première fois qui a élu domicile chez moi cette année. Pivers, ah oui. C'est l'oiseau qui se met au sol, qui tape avec ses pattes pour faire bouger les fourmis, qui sort sa langue très longue, ronde, et après il avale. Ce couple installé chez moi, je suis super content. Un couple, tiens donc. Ah oui. Il y a des piquets pêche aussi. Comme eux, ils sont là depuis très longtemps, mais les oiseaux, il suffit de leur laisser des coins sauvages. Comme tout, il faut laisser des coins sauvages. Oui. J'ai un copain qui a travaillé là-dessus d'ailleurs, où les spécialistes se rendent compte que les animaux, quels qu'ils soient, deviennent de plus en plus nocturnes pour éviter l'homme. Beaucoup d'animaux ne sortent plus le jour, ils sortent de plus en plus tard, ou la nuit, pour éviter l'homme. Il y a une raison, c'est qu'on les dérange. Tout à fait. Donc si on leur fiche la paix, ils reviennent. Alors nous, ici, à Radio Puisalène, on a quoi, nous? Vous avez les hirondelles au-dessus de l'entrée. Ah oui, on a des hirondelles, nous aussi. Ah oui, on a des hirondelles. Oh, c'est mignon comme tout, c'est beau. Hein, oui. Cette année, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Un couple chez moi dans ma grange, alors qu'il y en a 3. Il y a même certains animateurs qui ont peur des hirondelles. C'est véridique, ça. C'est pas méchant. Et c'est vrai que l'année. Alors, je me rappelle pas que l'année dernière on les avait. Je me rappelle pas, mais cette année ils sont revenus. Ah si. L'année dernière, je me rappelle pas. Si. On en avait des hirondelles, mais là, je crois qu'on a même 2 nids maintenant. Oh, c'est chouette. Ça. C'est bon signe. Oui. Vous avez de la chance. On a 2 nids, et puis on les préserve, puisque de toute manière, on n'a pas le droit de détruire les nids d'hirondelles. Hein. C'est la loi, de toute manière, c'est interdit. Non, puis ils sont bien. Ils sont bien, là. Mais de toute façon, moi, quels que soient les... on dit qu'il y a des nuisibles. C'est plutôt si on apprenait à vivre avec ces animaux-là, ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Parce qu'en fait, l'homme a un territoire, on est tous pareils, le territoire, c'est chez nous. Le problème, c'est qu'il faut le partager avec les autres. Par exemple, les gros vers gris qui mangent des racines, qui coupent les salades. Moi, je ne mets rien, je sais très bien que si je veux manger 10 salades, il faut que j'en plante au moins 12. Ah d'accord, pour laisser au vert gris. Ah oui, tu lui laisses à manger. C'est 20% qui... D'accord. Je le sais. Ce coup, on voit la salade qui flétrit par rapport aux autres. Bon, voilà, il est là, je donne le verre aux poules, elles sont contentes. Voilà, mais je veux dire, je ne mets pas de produits chimiques. Il faut apprendre à vivre avec. Ah oui.
c'est aussi simple que ça. Hein. Bon. Mais comment ils faisaient, nos grands-pères et nos grands-mères? Comment ils faisaient? Ils faisaient comme ça, ils laissaient la nature, hein, c'est tout. Hein. Mais maintenant, bon, c'est vrai qu'on veut toujours tout au carré, tout coiffé, tout coupé et tout. Non, c'est vrai, c'est pas comme ça. Nous, jardin au naturel, jardin au naturel, c'est on laisse le jardin faire son petit truc. Et moi je sais que j'ai quelques nids d'hirondelles, pour revenir sur les hirondelles, j'ai des nids d'hirondelles qui sont implantés également là où j'habite maintenant. Ah bon. Puisque j'ai changé d'habitation, hein, j'ai quitté Soissons, maintenant je suis à Vic-sur-Aisne. Et à Vic-sur-Aisne, il y a des hirondelles. Ah, j'ai vu, il y a au moins 2-3 nids d'hirondelles effectivement sur les immeubles où j'habite. Ah ben ça c'est bien. Ah, c'est bien ça. C'est qu'elle vous aime bien. Alors c'est pas au niveau de ma fenêtre, hein, oui, mais oui, mais c'est bien. Oui, c'est vrai. Parce que c'est catastrophique cette année, franchement, il n'y en a pratiquement pas. J'allais te le demander, c'est protégé, ça, forcément, c'est protégé. Mais alors pourquoi qu'il y en a moins? Pourquoi? Parce que si c'est protégé, on les enlève pas, on n'enlève pas le nid, parce que moi le nid, j'ai jamais retiré, il est toujours là. Alors moi dans le village, il y a un facteur qui à mon avis déterminant. Les lignes électriques ont été enterrées déjà. Des quoi? Les lignes électriques ont été enterrées, ce qui fait qu'on les voit beaucoup, même s'il y en a. Oui. Bon, moi il y avait 3 nids dans ma grange, il n'y en a plus qu'un qui habitait par exemple. Donc il y a 2 couples qui ont disparu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans une cave, j'avais 2 nids, il n'y en a plus un. Bon, les 2 sont vides, donc ça fait sur 5 couples, il n'y en a plus qu'un. Alors elles sont parties ailleurs, ou alors est-ce que l'hirondelle revient? Elle revient toujours. Elle revient où elle est née en fait. C'est quoi? C'est le temps? C'est le. Ça peut être des mauvaises conditions lorsqu'elles repartent en Afrique ou lorsqu'elles reviennent chez nous. Ça peut être. Il faut bien savoir que puisqu'on éradique les insectes, oui. Il y a moins à manger, donc il y a moins de nature. Ah oui, aussi. Oui, c'est vrai. Il faut être réaliste. Et du fait que, par exemple, puisque chez moi je ne traite pas, j'ai un troupeau d'une 40aine de rhinolophes, donc c'est les chauves-souris rhinolophes, qui nichent dans la cave endive. C'est une chance extraordinaire. Ah, moi aussi j'en ai. Oui. J'ai tout un troupeau, c'est extraordinaire. Ah, c'est beau à voir ça. Ouais, j'adore. Ah ben oui. Il faut les laisser, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle, c'est des petits animaux qui sont là. Le rhinolophe ou la pipistrelle, ça dévore des moustiques, mais c'est incroyable. Puis en plus, ça démontre, parce que lorsque j'ai à Picardie Nature, donc c'est une très grosse association quand même, qui sait de quoi il parle en matière de. Il y a des spécialistes dans tout. Donc il y en a des rhinolophes, cette personne, je l'avais contactée. Elle dit, mais si tu as donc des rhinolophes chez toi, c'est que tu as telle essence d'arbre, pas loin de chez toi, tu as ceci, chez toi c'est comme ça, c'est pas. La personne n'était jamais venue. Elle décrivait chez moi sans être venue. Ah oui. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Elle me dit, voilà, c'est leur habitat, c'est bien, donc ils se sentent bien, ils restent chez toi. Alors non seulement je les ai l'hiver, donc elles dorment l'hiver dans une des caves, et après, donc l'été, je les vois voler, et elles nichent ailleurs, pas dans la même cave. Elles savent très bien là où elles sont bien. Bah oui, elles sont tranquilles et tout. Elles sont tranquilles. Alors Pascal, il est bientôt l'heure de se quitter. Avant de se quitter, je voudrais que tu nous parles des abeilles. Un petit peu, oui. Parce que c'est vrai que les abeilles, c'est vrai qu'on en parle, les petites bêtes aussi, qui fait que il y en a de moins en moins. Il faut faire attention, il faut. Puisque j'ai dit que l'année prochaine je voulais faire un stage d'agriculture, j'ai acheté des ruches, donc je vais y aller maintenant. Oui. Il faut aller chercher. Je ferai mon stage tranquillement, parce que ça s'apprend, c'est comme tout. Hein. Oui. Bon, j'ai des rudiments, parce que j'ai un grand oncle qui est apiculteur, donc je pense que les méthodes ont évolué, de toute façon. Tout a évolué. Hein. Ça sera dans le respect, de toute façon, des abeilles, hein. C'est aussi simple que ça. Alors apparemment, Benjamin, donc, qui avec son père a plusieurs colonies, a fait ils ont regardé 2 ruches, avec 2 ruches, 47 kilos de miel, ils ont fait. C'est phénoménal. Là. Donc là, cette année... chez eux, c'est bien. Donc ça veut dire que chez eux, il y a au moins un environnement favorable, parce que les abeilles ne vont pas très très loin. Hein. Oui, c'est quoi? C'est alors 5, 6, 7 km autour. 2 km. 2 km autour. On dit 2 km. Donc voilà, c'est bon signe. Alors moi, je vois qu'il y a beaucoup d'activités chez moi, ça se voit, mais comme je n'enlève pas, je les ai là uniquement pour... J'enlève quelques cadres fin août.
de miel, mais j'espère aussi que l'activité s'assoit. D'accord. Enfin, c'est pour l'instant. Parce que les orages, effectivement, ça les a perturbés. Il a beaucoup plu. Voilà, c'est quand même assez perturbant pour les abeilles. Quand il pleut, effectivement, elles sortent beaucoup moins. Merci Pascal.